cet endroit, et en particulier des élus qui me font l'honneur d'être là, M. le maire de Verdun, bien sûr, la vice-présidente de la région qui m'a salué il y a 3 minutes, et puis d'autres élus qui se sont présentés et dire le plaisir que je vais retrouver mon ami Dumont, qui a été député de ce secteur, et qui, ayant abandonné toute fonction d'élu, s'est débrouillé quand même pour avoir sa femme qui en a une, comme ça il ne coupe pas complètement le lien. Et toutes celles et tous ceux que je ne connais pas, mais que je suis heureux de saluer. Bien, mesdames et messieurs, on m'a invité, c'est Gérard Longuet, qui fut mon collègue au Sénat pendant de nombreuses années, qui m'a suggéré de venir ici, et je ne regrette pas le déplacement. J'étais déjà venu à Verdun, mais je n'avais pas eu l'occasion de visiter la ville, et en particulier ce centre. Vous m'avez demandé, M. Hanche, de traiter François Mitterrand et la Constitution de la Ve République comme illustration, je suppose, de cette très belle exposition que je vous recommande d'aller voir si vous ne l'avez pas fait, qui est formidable, très complète et très très intéressante. Et vous m'avez demandé de traiter aussi la Ve République à l'épreuve de la cohabitation, ce qui fait 2 sujets, mais en fait, ça n'en fait qu'un. Alors moi, je ne vous ai pas préparé un exposé casse-pied long que j'aurais lu, mais j'ai pris quelques notes comme ça, de façon à laisser, je pense que c'est prévu, un peu de temps aux questions que vous pourriez avoir à poser pour éclairer tel ou tel point. On a l'habitude de considérer que François Mitterrand était plus que réservé à l'égard de la Constitution de la Ve République. C'est une opinion assez tranchée, qui correspond sans doute aux époques de combat politique, mais qui n'est pas véritablement voisine de la réalité. En réalité, il s'est formé une idée sur ce que devait être le gouvernement de la France et de l'État lorsque, dans la guerre, il s'est trouvé prisonnier. Et là, il s'est retrouvé avec ses camarades dans les camps allemands, où ils ont eu le temps de bavarder et d'analyser la situation qui avait conduit la France à cette misère, en disant qu'après tout, le régime politique de la Troisième République, qui nous a apporté la République, avec tout ce qu'elle peut concerner, et tout ce qui est sacré et que nous conservons aujourd'hui, avait tout de même largement failli sur l'organisation de l'État et s'était transformé, notamment entre les 2 guerres et pendant la guerre en 1940, jusqu'à la capitulation, en une vaste pétrolière. Et c'est le mouvement des prisonniers de guerre que François Mitterrand a commencé à créer dans les camps, puis ensuite dans la résistance, qui s'était formé à l'idée d'avoir des institutions qui répondent mieux à la nécessité du gouvernement et de la préservation naturellement de la démocratie et de la liberté. Et c'est ce qui l'a conduit à voter, jeune député, contre la Constitution de 1946, la deuxième, puisqu'il n'était pas député à la première Constitution, en considérant qu'il n'y avait pas une différence formidable avec les institutions de la 4e et celles qui avaient failli de la 3e institution et pas la 3e, et par conséquent, il a voté contre. Et pendant tout le temps de la 4e République, en participant au gouvernement, en démissionnant quand il n'était pas d'accord, etc., il n'a pas cessé de ferrailler contre la Constitution de la 4e République, qui le rendait responsable de l'instabilité ministérielle, non pas les hommes, mais les institutions, parce qu'elles étaient comme ça, et surtout qu'on s'ingéniait à l'époque à ne pas les respecter, et que la Constitution elle-même ne comportait pas, comme celle de 1958 par parenthèse, de dispositions propres à assurer le respect absolu de la Constitution. Donc, il avait considéré que le régime d'assemblée qui était issu de la Constitution de la 46 était incapable de faire face aux problèmes de la France et à l'instabilité, et je ne parle même pas de l'épreuve coloniale que la France a dû traverser pendant toute la 4e République,
dans l'ensemble de ce qu'on a appelé l'Union française, avec des pointes dramatiques, l'Indochine, l'Algérie, etc., avec une 4e République qui était incapable de régler le problème. D'ailleurs, elle est tombée, la 4e, sur la question de l'incapacité de régler l'affaire d'Algérie. Et pourtant, lorsque De Gaulle arrive en 1958 et le rencontre avec les chefs de parti avant d'être investi à son tour et d'être chargé de faire une nouvelle constitution, ils n'ont pas vraiment une conversation de fond sur ce que doivent être les institutions. Le général de Gaulle s'était déjà exprimé à Bayeux, à la Libération, où il avait donné ses idées sur ce que devaient être les institutions. Et vous l'avez trouvé d'ailleurs au sous-sol, dans l'exposition, le discours de Bayeux qui est affiché. Et en réalité, ce que François Mitterrand n'aimait pas, et on a repassé une de ses interviews tout à l'heure en vous attendant, c'était les manières du général de Gaulle, un peu militaire, et puis le soutien qui lui avait été apporté par l'armée en Algérie, parce que il était un homme de la République et qu'il considérait qu'il n'appartenait pas aux militaires de s'engager dans la politique. Et par conséquent, il n'a pas aimé les conditions dans lesquelles le général de Gaulle est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il était déjà ou alors en désaccord avec certaines dispositions de la Constitution que le général de Gaulle a fait voter en septembre 1958? Moi, franchement, j'en suis pas sûr. Et d'ailleurs, le sujet de la révision constitutionnelle n'était pas au centre de ses propositions comme candidat à la présidence de la République en 1965, en 1974 et en 1981. Il disait simplement « Or, la Constitution était dangereuse avant moi, elle sera dangereuse après moi », histoire de solder son compte avec le général de Gaulle. Mais les commentateurs ont très rapidement dit que pendant les 2 septennats qui ont été les siens, il a mis ses pas dans ceux du général de Gaulle en matière institutionnelle. Parce que, évidemment, il a utilisé la Constitution de 1958 dans la lettre, sans chercher, peut-être comme le faisait de Gaulle, à lui faire dire des choses qu'elle ne disait pas forcément. Et celles et ceux qui ont de la mémoire se souviennent que quand, en 1986, M. Chirac et ses amis ont gagné les élections et qu'on a eu affaire à la première cohabitation, il a fait un message à la nation dans lequel il a dit « Mon programme de président de la République sera simple, la Constitution, toute la Constitution, rien que la Constitution. » Parce que l'article 5 de la Constitution, enfin, en fait le gardien des institutions. Il n'a pas été particulièrement dynamique donc, en matière de révision constitutionnelle. Il avait de surcroît une opinion très tranchée sur le sujet. Il disait, et c'est toujours vrai aujourd'hui, les Français ne s'intéressent pas à la Constitution, ils s'en fichent. Et à part des périodes comme 58, où il fallait sortir de la pagaille, 1875, où il fallait établir la République, 1848, où il fallait établir la République après la chute de la monarchie, de la Restauration et de Louis-Philippe, à part ces périodes cruciales, ce n'est pas un sujet de conversation dans les bistrots. Enfin, ça n'a jamais été le cas dans les bistrots de Mont-Auvergne qui m'arrivait de fréquenter quand j'étais élu, et je ne pense pas que ce soit plus le cas à Verdun. C'est pour ça que, du temps de François Mitterrand, les révisions constitutionnelles ont été assez rares. La principale, à mon avis, c'est celle en 92 qui a concerné l'entrée de l'Europe dans la Constitution après le vote du traité de Maastricht. Et ça, c'était indispensable parce que le Conseil constitutionnel avait déclaré que le traité comportait des dispositions incompatibles avec la Constitution, laquelle prévoit que dans ce cas-là, si on veut vraiment ratifier le traité,
il faut réviser préalablement la Constitution. Il l'a révisée. Elle a été votée, la révision, au Parlement, Assemblée, Sénat et Congrès du Parlement, par un grand nombre de députés et de sénateurs qu'on s'étonne parfois aujourd'hui d'entendre critiquer l'Europe de Maastricht. Il a également fait voter la révision qui s'imposait pour la Nouvelle-Calédonie, mais il y a eu quelques révisions ratées. En 1985, il a, sur la proposition de Robert Badinter, essayé de faire voter la création de ce qu'on a appelé la question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, que finalement le président Sarkozy a fait voter en 2008. Le Sénat n'en a pas voulu. Et il a fait une révision volontairement ratée sur le référendum au moment de la crise de l'école en 1984, parce que le Sénat réclamait à corps et à cri que la loi sur l'école aille au référendum, constatant qu'il ne pouvait pas le faire parce que la Constitution ne l'avait pas prévu. Il a proposé de modifier préalablement la Constitution pour que le référendum demandé par M. Pasqua et ses amis soit possible. M. Pasqua, qui était d'ailleurs un de ses anciens camarades de la Résistance et de l'UDSR à la Libération, les Passons. Donc, pour que ça soit possible, il propose de modifier la Constitution et le Sénat, bien entendu, se sentant piégé, n'en a pas voulu, ce qui est une manière que Molière avait pu traduire dans une pièce assez drôle. Enfin, en 1993, il a été obligé de faire une révision proposée par M. Balladur à la suite de l'annulation par le Conseil constitutionnel de la Convention de Schengen, qui est la convention qui traite au niveau européen, parmi les États signataires, la manière dont on traite les demandes d'asile, en coordination. Et M. Badinter et le Conseil constitutionnel ont estimé que Schengen était contraire à la Constitution. Donc il fallait la faire entrer dans la Constitution pour qu'on puisse l'appliquer. On n'avait pas contre avec Schengen. Et à cette occasion, donc, la Constitution a été complétée par un article 53.1 qui a été voté normalement au Parlement et au Congrès sans problème, et qui traite aussi du droit d'asile. J'en dirai un mot tout à l'heure, puisque c'est une question un peu d'actualité. Pendant des années de ces deux septennats, il a utilisé pleinement, mais pas au-delà, tous les pouvoirs que lui conférait la Constitution. Et il a appliqué son texte strictement et littéralement, comme d'ailleurs l'avait souvent fait le général de Gaulle, n'est-ce pas? Et si, alors que la Constitution dit le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, il a été assez directif pendant son premier septennat auprès des gouvernements Mauroy et Fabius pour leur tenir un peu la main dans un certain nombre de domaines. Et s'il s'était étonné dans le passé de l'intrusion du président de la République, notamment du général de Gaulle, dans la conduite des affaires quotidiennes, il disait oui, mais c'est parce que je veux veiller à l'application de mes 110 propositions. Et si je ne leur tiens pas la main, ils ne le feront pas. Or, j'ai été élu là-dessus, et la majorité qui me soutient à l'Assemblée a été élue là-dessus aussi. Et à la fin du premier septennat, 100 des 110 propositions avaient été appliquées. Il a donc fixé, sans discussion possible, l'ordre du jour du Conseil des ministres, Premier ministre d'accord ou pas d'accord. Il a veillé à ne pas accepter des choses qu'il ne voulait pas lorsque le Premier ministre lui proposait de convoquer une session extraordinaire, puisque c'est lui qui en fixe l'ordre du jour. Il y a eu une querelle d'ailleurs avec M. Balladur, qui par le biais d'une session extraordinaire qu'il proposait au président, a imaginé de faire modifier la loi Fallou sur l'aide à l'enseignement privé. Et le président a refusé de signer le décret en disant non, non, moi je ne fais pas la session extraordinaire là-dessus, M. Balladur naturellement, c'est incliné. Sur la question du domaine réservé, dont on a beaucoup parlé, c'est le
président Chaban-Delmas, qui au temps du général de Gaulle avait dit il y a un domaine réservé au président de la République, c'est celui de la défense et celui de la politique extérieure. Et au fond, c'est aussi des dispositions fondamentales dans la Constitution de 1958 qui rétablit l'autorité de l'État et l'autorité publique. Il a adopté une position, il avait beaucoup critiqué le général de Gaulle là-dessus, notamment à l'occasion du décret de 1964 sur les conditions d'engagement de la force nucléaire, où il y avait à l'époque une querelle et où on disait c'est pas normal que le président de la République puisse déclencher la bombe atomique tout seul. Et bon. Et au début, François Mitterrand était sur cette ligne. Mais il en a vite changé quand il s'est dit, mais enfin tout de même, les fusées russes partent à l'attaque de la France, nous avons une demi-heure pour réagir, et je vais consulter un petit comité Théodule qui me donnera son avis pour savoir si j'appuie sur le bouton ou pas. Le temps qu'ils se mettent d'accord, la bombe sera tombée et on n'existera plus. Donc, mais à part ça, il a dit en réalité ce n'est pas un domaine réservé, c'est un domaine partagé. Mais, lorsque je suis d'accord avec le Premier ministre, il n'y a pas de problème. Lorsque je ne suis pas d'accord avec le Premier ministre, il peut m'arriver de trancher. C'est mon rôle, c'est mon devoir, parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui tranche. Et donc, domaine partagé. Chef des armées, il a exercé pleinement sa fonction. J'étais dans son bureau le jour du déclenchement de la guerre du Golfe, à 9h du soir, quand il a signé l'ordre donné à nos armées d'attaquer Saddam Hussein. Il a d'ailleurs dit à l'amiral Langsat, son chef d'état-major, qu'il lui tendait le parapheur pour signer l'ordre d'engagement, alors que les pacifistes faisaient le cirque habituel en disant « il ne faut pas faire la guerre, il ne faut pas y aller, il ne faut pas ceci, cela, etc. » Lui considérait que c'était important. Non pas de taper Saddam Hussein, mais de ne pas toucher aux frontières établies à la libération, sinon c'était la guerre partout dans le monde. Par conséquent, il a pris le parapheur, il a signé, et à un moment il a suspendu sa signature avant de poursuivre, et il a dit « Vous voyez, amiral, vous écrirez dans vos mémoires que ma main ne tremble pas. » Au moment de l'affaire de la grotte d'Ouvéa, dans la cohabitation avec M. Chirac, c'est lui qui a donné l'ordre final d'évacuation. Et et au moment de la guerre du Golfe, pour bien montrer que le domaine était quand même partagé, peut-être que Dumont s'en rappelle, il a, à l'époque, demandé à Michel Rocard, Premier ministre, d'aller devant le Parlement pour exposer les choses et d'engager sa responsabilité, y compris à l'Assemblée nationale, y compris au Sénat, où là on ne pouvait pas le renverser, mais il n'y a pas eu de problème. Donc, domaine réservé, domaine partagé. Il a exercé son droit de grâce normalement. Il n'a pas cessé de s'opposer à la déviation du droit de grâce à l'époque, qui consistait à faire des grâces collectives au mois de juillet pour vider les prisons, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans les prisons, il faisait chaud et on craignait des émeutes, et il disait le droit de grâce n'est pas fait pour vider les prisons. Enfin bon, il a signé de guerre là, parce que chaque fois, le garde des Sceaux le mettait dans une situation où il ne pouvait pas s'échapper, mais Nicolas Sarkozy s'en est souvenu, et il a fait modifier le système dans la révision constitutionnelle de 2008 pour que désormais la grâce soit vraiment un acte individuel et non plus un acte collectif. Le Parlement a été discipliné dans la Constitution de 1958, mais le président a strictement respecté ses prérogatives et a beaucoup respecté et défendu le Parlement. Mais il a agi dans le cadre strict du parlementarisme rationalisé. Ça ne l'a pas empêché, par 2 fois, de demander au Parlement, avant de promulguer une loi, de revoir sa copie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la nouvelle délibération de la loi. Ça a été le cas pour une loi sur la Nouvelle-Calédonie, et ça a été le cas pour une loi organisant l'exposition universelle à Paris qu'on a présentée à la signature du président le jour où le gouvernement a fait une déclaration pour dire finalement il ne ferait pas l'exposition.
Alors, il a dit c'est absolument ridicule que je signe ça, à refaire. Bon, donc dans les deux cas, le Parlement a fait ce qu'il avait à faire. En 1986, il a refusé de signer les ordonnances. On était en cohabitation. C'était l'application littérale de la Constitution. C'est-à-dire, le président signe les ordonnances et les décrets délibérant au Conseil des ministres. Mais contrairement à la loi, qu'il doit promulguer dans 15 jours, et là, il n'a pas le choix, sauf demander une deuxième délibération. Mais sinon, il a 15 jours et il est obligé de signer, c'est la Constitution. Là, il n'a pas de délai. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de signer. Donc, il a expliqué au président Chirac, à l'époque Premier ministre M. Chirac, avant qu'il soit nommé d'ailleurs, que si ça ne lui plaisait pas, il ne signerait pas. Et les juristes se sont un peu chamaillés dans tous les sens sur le sujet. Il n'empêche qu'il n'a pas signé, point. Pas. Et il a dit à cette occasion, vous savez, quand vous prenez des ordonnances dans le domaine de la loi, c'est parce que c'est l'exécutif qui fait le travail du Parlement pour voter les lois. Et au lieu de le faire voter par le Parlement, on prend par ordonnance. Et il a dit à M. Chirac, écoutez, c'est très simple, M. Chirac, faites voter les lois par votre majorité. Et ne me demandez pas de faire son travail. Et par conséquent, il y a eu un mini-drame, mais bon, ça n'a pas été très loin. En matière de nomination, il a considéré que il y avait des nominations, il veillait à tout. Mais il veillait surtout à ce que les gens qu'on lui proposait ne soient pas indignes des fonctions pour lesquelles ils étaient proposés, qu'ils soient des gens honorables pour le service de l'État. Pendant la période de cohabitation, alors sur toutes les nominations, il intervenait, il choisissait, oui, non, etc. Pendant la période de cohabitation, il considérait que seuls les postes correspondant au domaine qui était le sien, c'est-à-dire la sécurité, la défense, la politique extérieure, etc., relevaient de lui. Donc, ça veut dire préfet de police à Paris, préfet de Paris, commandant militaire, chef d'état-major, ambassadeur, etc. Et que, pour le reste, c'était les fonctionnaires qui travaillaient pour le gouvernement. Donc, il signait les nominations, mais il ne s'y opposait pas, notamment pour le camp préfectoral. Il y a eu un incident à propos de la nomination du directeur général de la gendarmerie. Il a refusé le candidat qu'on lui proposait. Alors le Premier ministre lui a dit, mais qui vous voulez nommer? Et il a répondu, moi, personne. Mais je vous demande de me proposer quelqu'un que je peux accepter. Donc je n'ai pas de candidat. Bon. En matière de justice, il a respecté strictement l'indépendance de l'autorité judiciaire, mais en tenant, contrairement à l'actualité aujourd'hui, fermement la main sur le parquet, parce qu'il considérait que les procureurs étaient responsables de l'application des lois, laquelle application des lois relevait du pouvoir exécutif depuis la Révolution française, et qu'on ne pouvait donc pas les laisser agir librement. Le gouvernement devait donner les instructions nécessaires pour qu'ils agissent. Alors maintenant, les choses ont un peu évolué, il n'y a plus d'instructions individuelles, on agit par voie d'instruction générale. Il n'empêche que quand on a eu affaire aux attentats iraniens et l'affaire Gorgi, qui a donné lieu à un débat serré avec M. Chirac à la télévision, le président a donné en direct les ordres nécessaires à 11h du soir dans son bureau au procureur de Paris en disant « j'ai pas envie d'avoir encore du sang sur les mains, exécution et non pas non plus ». Bien. Pour le reste, il a toujours accepté les nominations de magistrats qu'on lui proposait. Comme le général de Gaulle et beaucoup de ses prédécesseurs, il était gallican sur les questions de culte. Et par conséquent, il considérait que l'autorité du pape n'avait pas à se mêler des affaires de la France. Mais ça existe depuis les retrances. Ça existe depuis Charles VIII. Ça existe depuis la pragmatique sanction de Bourges. Ça existe depuis le Concordat de Napoléon. Bref, ça existe, et la République, c'est ça. Mais, toutefois, il y a eu des cas où il a été obligé d'intervenir dans des affaires de nomination d'évêques. Vous n'êtes pas loin de Strasbourg ici, et il y a le Concordat.
il a fallu nommer l'évêque de Strasbourg qui avait donné sa démission. Et l'évêque de Strasbourg est un fonctionnaire de l'État, nommé par le président de la République. Mais il ne peut pas le nommer sans l'accord du pape qui délivre la bulle pontificale. Donc il peut nommer un évêque, mais il ne pourra pas fonctionner comme évêque. Donc il faut qu'ils se mettent d'accord. On s'est largement chamaillé avec le pape Jean-Paul II, qui avait du mal à comprendre le système, jusqu'au jour où, à la demande du président Mitterrand, j'ai fini par lui faire dire que c'était la France qui payait les cultes et que s'il voulait dénoncer le concordat, où nous payons 1800 desservants des cultes catholiques, on était à sa disposition et que ça nous ferait faire des économies. Jean-Paul II n'a pas insisté, elle dit bon, très bien. Bon. Et pour ne pas envenimer les choses, François Mitterrand m'avait dit par écrit faire dire au pape que je nommerai la personnalité qui me recommandera. Et c'est finalement tombé sur l'évêque de Monaco, que le pape voulait exécuter depuis longtemps, parce qu'il lui reprochait d'avoir accepté un peu trop facilement le divorce de Caroline. En revanche, nous avons eu quelques différends sur d'autres nominations qui ne sont pas concordataires. Et là, il a été aussi capétien, c'est-à-dire dans la grande tradition capétienne. Le pape Jean-Paul II considérait que les dom-tom français, les départements et territoires d'outre-mer, ne font pas partie de la République. Or, la République avait conclu dans les années 25 un accord avec le Vatican sur les nominations d'évêques, en dehors des concordataires. Et il était entendu que le gouvernement français devait être informé de toute nomination d'évêques, pas mutation, parce que la question m'a été posée, pas mutation d'un évêché à un autre, nomination. Et qu'il y avait une procédure, j'emploierai une expression romaine, de nihil obstacle. Le pape veut nommer tel évêque à tel endroit, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais il faut prévenir. Et c'est une procédure qui a été en particulier utilisée avec beaucoup de soin, vous vous en doutez, à la Libération, lorsqu'il y avait quelques problèmes avec un certain nombre d'évêques à remplacer, parce que leur conduite vis-à-vis de l'occupant ou du régime de Vichy n'avait pas été une clarté absolue. Et donc, le pape s'est opposé à la procédure de consultation préalable pour nommer un évêque à Pointe-à-Pitre, considérant que ce n'était pas la France. Et que donc le protocole de 1925 ne s'appliquait pas. Et François Mitterrand a dit bon, et il l'a nommé. François Mitterrand a dit faites dire au préfet que l'évêque ne débarquera pas. Et le pauvre évêque est arrivé à Pointe-à-Pitre, il était dans l'avion, le préfet est monté, il y avait une forte délégation de gendarmes au pied de l'avion, il n'est pas descendu et il est reparti à Paris. Donc le pape a compris qu'il fallait quand même qu'il respecte la procédure. Donc il a à nouveau proposé un nom. C'était le même. Et François Mitterrand dit non, c'est pas le même. C'est pas pour embêter le pape, mais c'est parce que l'évêque qui veut nommer est un mauvais français puisqu'il a accepté le viol de la loi de la République. De même qu'il lui est arrivé, en Conseil des ministres, de faire débarquer un préfet qui, à son avis, avait manqué. En particulier, je me souviens, un matin, il y avait un mouvement préfectoral. Et après que le ministre de l'Intérieur ait annonné les noms du mouvement préfectoral, M. Dupont à Marseille remplace M. Durand à Lyon, M. Durand à Lyon remplace M. Duchemol à tel endroit, etc. Quand ça a été fini, le président a dit au ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas d'autres propositions, M. le ministre de l'Intérieur. Il dit, vous n'écoutez pas la radio. Il m'a dit, ben moi j'ai écouté la radio ce matin. Et j'ai entendu que dans la Creuse, dans la nuit, des incidents graves avaient éclaté et que des paysans avaient arraisonné des camions transportant de la viande étrangère, les avaient jetés au fossé et les avaient fait brûler, sans qu'apparemment le préfet intervienne. Par conséquent, Monsieur le ministre de l'Intérieur, voulez-vous noter, mise hors cadre du préfet de la Creuse. Ah,
mes amis, ça s'appelle gouverner. Il a donc gouverné dans le respect de la Constitution, mais en défendant et en promouvant les libertés les plus larges. Parce qu'il a considéré que la Constitution de 58, qui était une constitution stricte, dont il avait fini par admettre qu'elle avait sa raison d'être, ne pouvait être supportable pour les Français que si toutes les libertés étaient préservées, défendues et même étendues à d'autres. Et de ce point de vue-là, les deux septennats n'ont pas cessé d'étendre le champ des libertés. On pense au réseau libre, etc. Je passe sur l'affaire de la peine de mort, mais il avait annoncé qu'il la supprimerait, il l'a fait. Donc il a appliqué 1958 sans rien changer ni toucher, mais toujours en ouvrant plus largement à la liberté. Et son attitude n'a pas changé pendant la cohabitation. Il se trouve qu'à partir de 1986, de toute façon, il avait considéré que le 100 de ses 110 propositions étaient réalisées et il n'avait pas vraiment de nouvelles directives à donner au gouvernement. Donc il a dit « J'appliquerai en cohabitation la Constitution, un point c'est tout ». Et c'est dans ces circonstances, il a dit « Je nommerai un Premier ministre et les ministres qu'il me proposera, s'ils me vont ». Alors on lui dit « Mais s'il refuse d'être nommé parce que vous ne voulez pas signer les ordonnances ». Et c'était M. Chirac qui était en cause. Il a dit « Bien, s'il refuse, j'en nommerai un autre. » Aussitôt. Et si l'autre refuse, j'en nommerai un autre aussitôt. Et il dit toujours, méfiez-vous, la nature parlementaire et politique ayant horreur du vide, il y en a toujours un qui finira par accepter. Et d'ailleurs, on avait prévu le coup avec deux qui étaient prêts à accepter. Et lorsque, donc, il s'est préparé à recevoir M. Chirac pour lui proposer d'être Premier ministre, après des discussions sur les ordonnances que je ne raconte pas, par l'intermédiaire de M. Balladur, on expliquait qu'il n'était pas obligé de signer. Il a dit à Bianco, qui était secrétaire général de l'Élysée, et à moi, il a dit à Bianco, vous allez appeler Chaban. Et à moi, il m'a dit, vous allez appeler Giscard. Et vous allez leur dire que si jamais j'arrive pas à me mettre d'accord avec M. Chirac cet après-midi, j'appellerai l'un ou l'autre comme Premier ministre. Et il m'a dit, il faut qu'ils soient à ma disposition et que je sois prêt à les recevoir dans l'heure. Donc Bianco et moi avons donc chacun envoyé un avion, l'un à Bordeaux où était Chaban et l'autre à Clermont-Ferrand où était Giscard. Et l'accord s'étant fait, moi j'ai appelé le président Giscard d'Estaing, Bianco a appelé M. Chaban-Delmas en disant merci, pas de problème, l'accord est fait, M. Chirac est nommé Premier ministre. Donc, ça vous montre qu'il a piqué la Constitution, disons s'il ne veut pas, non. Son refus de signer les ordonnances, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est « je ne fais pas le travail de la majorité parlementaire en matière de loi. C'est à elle de voter les lois nécessaires, voilà, qu'il fasse voter les lois. » Et surtout, la manière dont j'exerce mon mandat, dans les domaines qui sont les miens, dans la Constitution, n'est pas concernée par le changement de majorité parlementaire. C'est une élection législative, ce n'est pas une élection présidentielle. Et il avait dit, d'ailleurs, je ne me retirerai pas, je poursuivrai mon mandat. Pas comme l'avait laissé entendre le président Giscard d'Estaing qui avait dit à Verdun-sur-le-Doubs, si jamais je suis désavoué, j'irai me cacher à Rambouillet ou peut-être je démissionnerai, je ne sais pas. Donc il a appliqué la Constitution. Et en ce qui concerne la défense et la politique extérieure, c'est-à-dire le domaine partagé, il a été partagé avec des premiers ministres de droite, et de ce point de vue-là, la cohabitation n'a rien changé. Et il a toujours fait sentir qu'il était le patron dans ces domaines-là, et qu'à la fin des fins, il était le patron. En Conseil de défense, malgré l'opposition du ministre de la Défense
et du Premier ministre concernant des histoires de missiles à roulettes. Il devait y en avoir par là, au plateau d'Albion aussi et ailleurs. Il a arbitré en imposant son point de vue et il a dit que le Conseil de défense a décidé. J'ai assisté, puisque j'étais avec l'équipe de l'Élysée, je peux vous dire que ça n'a pas fait un pli. Au moment du G7 au Japon, M. Chirac, Premier ministre, a demandé à faire partie de la délégation. Le président Mitterrand lui a dit c'est embêtant parce que normalement les délégations, le G7, les États sont mis d'accord pour qu'il y ait le chef de l'État et le ministre des Affaires étrangères. Alors, M. Chirac a dit oui, mais je veux venir quand même, à vos risques et périls, mais vous entendrez que le protocole. Et quand on est arrivé au Japon, il y a eu un entretien avec le protocole, il a dit la délégation française, c'est le ministre des Affaires étrangères et moi. Je crois que le Premier ministre français a décidé de venir, vous le mettrez en bout de table. C'est la seule fois où il est venu. Il a compris qu'il valait mieux qu'il ne vienne pas. Il a fermement rappelé à l'ordre M. Balladur, Premier ministre, qui avait écrit 2 articles dans Le Monde sur la politique extérieure sans les soumettre préalablement au président de la République. Et sur une affaire qui a éclaté pendant la première cohabitation concernant les télégrammes diplomatiques. En 1986, première cohabitation, M. Chirac avait décidé de ne plus transmettre les télégrammes diplomatiques à l'Élysée. Je veux dire que le président n'a pas vraiment accepté cette décision, qui le coupait quand même de renseignements dont il avait besoin pour exercer sa mission. Alors, évidemment, il avait ses cadeaux à lui, il appelait les ambassadeurs, etc. Mais enfin, ça nous compliquait beaucoup la vie. Alors, dès qu'en 88, il a été réélu, il a commencé par faire construire un système de liaison entre le Quai d'Orsay et l'Élysée, sur lequel on pouvait rien verrouiller, de façon à ce que les télégrammes diplomatiques arrivent à nouveau à l'Élysée, et pour la seconde cohabitation, on n'a pas eu de problème. Alors, en conclusion, je ne veux pas être plus long, j'ai déjà été trop. Il a gouverné pleinement, mais sans sortir du cadre des institutions de 1958 et sans manquer aux libertés et aux règles de la démocratie. Et de ce point de vue-là, il n'y a pas eu de difficulté en matière de démocratie pour mettre en œuvre l'état d'urgence en matière de Nouvelle-Calédonie. De ce point de vue-là, et ça n'est pas indifférent que je le dise à Verdun, il était clémenciste. Il avait beaucoup d'admiration pour Clémenceau. Et il citait toujours cette phrase de Clémenceau, quand il est arrivé en 1981, comme Clémenceau disait le 18 novembre 1917, en arrivant à la tête du gouvernement, dans son bref discours à la Chambre, et succédant à une série de gouvernements qui avaient établi une telle pagaille qu'à l'époque on n'était pas sûr de gagner la guerre de 14, Clémenceau avait dit « Je ferai ceci, cela, cela, mais très rapidement, le pays connaîtra qu'il sera gouverné. » Et Mitterrand a dit en 81 « Le pays connaîtra qu'il sera gouverné. » Et il nous a dit d'ailleurs, à la première et unique réunion qu'il a fait avec ses collaborateurs en 81, il n'y a ici qu'une seule personne qui décide, c'est moi. Le président ne délègue pas sa signature ni son pouvoir. Vous êtes prié de ne pas prendre de décision à ma place. Si vous le faites, je vous désavouerai et je vous renverrai chez vous. Donc, il a donc gouverné et gouverné pleinement. Et y compris, non seulement entre 81 et 95, quand il avait la majorité au Parlement, mais y compris en cohabitation, tout en disant au gouvernement en cohabitation, attention, je suis responsable des institutions, mais également de l'unité nationale et de l'unité de la République. Et si vous faites un geste dans votre domaine qui risque de rompre ou de déchirer l'unité de la République ou l'unité nationale, alors là, j'interviendrai, donc je vous mets en garde. Pour le reste, il a dit, je suis en charge de l'essentiel, mais le reste, c'est le gouvernement, c'est la base de la Constitution
de 1958. Voilà, je ne veux pas être plus long, sinon on déborderait, voilà, on déborderait sans doute trop largement, mais je suppose que vous avez des questions à poser, et si c'est le cas, j'essaierai d'y répondre avec plaisir. Je peux donner encore une autre anecdote. Il était assez insensible à certaines questions lorsque son devoir d'État était en cause. Je me souviens, un jour, il a reçu des familles d'otages qui étaient au Moyen-Orient, je ne sais plus où, au Liban ou je ne sais où. Ils sont venus le voir en disant: Monsieur le Président, il faut absolument que vous changiez de politique étrangère, notamment au Moyen-Orient, et que vous preniez plus position pour Israël ou pour défendre Israël, mais alors qu'il avait une position équilibrée entre les deux. Et je me souviens d'une femme en larmes à ses genoux qui disait: j'ai très peur pour mon mari, Monsieur le Président, je vous en supplie, elle pleurait. Le Président a dit: relevez-vous, madame, je compatis à votre douleur, mais l'intérêt de la France m'interdit de faire ce que vous me demandez. Pour le reste, vous pouvez compter sur moi pour tout faire pour sortir de ce mauvais pas. Et sur la question du droit d'asile, qui est un peu d'actualité. Donc je vous ai dit qu'en 1993, on a été obligé de modifier la Constitution à la suite de l'annulation de la Convention de Schengen, ou plutôt de la déclaration du Conseil constitutionnel selon laquelle Schengen n'était pas conforme à la Constitution. Donc, M. Balladur, Premier ministre, vient voir le président, en disant: Monsieur le Président, on ne peut pas rompre sur ce plan avec l'Europe, c'est très compliqué. Donc, je vous propose d'introduire Schengen dans la Constitution, parce qu'à partir du moment où vous l'êtes dans la Constitution, elle est forcément constitutionnelle. Alors il dit: bien, Monsieur le Premier ministre, faites-moi un texte. Et le Premier ministre lui propose d'ajouter un article 53.1 à la Constitution, dont le texte disait tout simplement: la République est autorisée à ratifier la Convention de Schengen. Enfin, c'était pas marqué comme ça, mais ça voulait dire ça. Avec qui concerne les règles d'admission au droit d'asile telles qu'elles sont appliquées par les États qui partagent la position de la France en matière d'asile. Et il m'a dit: Michel, vous allez me rédiger un deuxième paragraphe. Bien, Monsieur le Président. Et on a rédigé un deuxième paragraphe. Et le deuxième paragraphe, il dit: toutefois, donc après Schengen, qui n'est qu'une modalité de traitement des demandes d'asile, pas la création d'un droit d'asile nouveau, supplémentaire ou spécial. Il m'a dit: toutefois, la République peut toujours accueillir sur son sol tout homme persécuté pour son action en faveur de la liberté. Alors je lui ai dit: mais ça, c'est déjà dans le préambule de la Constitution de 1946, qui a été repris par la Constitution de 1958. Il dit: oui, mais les juristes discutent pour savoir si le préambule est d'application directe ou pas. Là, je le mets dans la Constitution. Et ça concerne ce qu'on appelle, me dit Mitterrand, les combattants de la liberté. Et donc, pour les combattants de la liberté, la République leur offre l'asile. Et donc, c'est la première fois que le droit d'asile entrait dans la Constitution. Il m'explique: le droit d'asile, il y a une histoire qui est très simple. Au Moyen-Âge, l'asile, c'était les curés dans leurs églises. Point barre. Quand quelqu'un se réfugiait dans une église, il était entendu qu'on n'allait pas le chercher. Bon. Ensuite, le roi de France a pris l'habitude d'accepter un certain nombre de gens, parce qu'il acceptait qu'ils séjournent sur le territoire. Et dans la lignée capétienne, qui était aussi celle de Mitterrand, j'accepte qui je veux chez moi. Donc, le roi de France acceptait d'asiler des personnes pour les raisons les plus diverses d'ailleurs. Des personnes qui fuyaient, des scientifiques, des artistes, etc. Léonard de Vinci, tout ça. Et il me dit: il n'y a pas d'autre droit d'asile. Et je lui dis: et la Convention de Genève de 1951, il n'y a
oui, mais la Convention de Genève de 1951, c'est le prolongement de 1946 pour les combattants de la liberté, puisqu'elle concerne les réfugiés et apatrides. C'est-à-dire tous ceux qui ont, à cause de la guerre, à cause d'Hitler et quelques autres, fui à travers l'Europe des populations qui ne savaient plus où elles étaient, qui étaient plus nulle part, fui les communistes, qui s'installaient à l'Est, etc., etc. Donc ça concerne les réfugiés apatrides qui ont été les victimes de tout ça. Donc c'est un peu un succès d'année du droit d'asile des combattants de la liberté. C'est un corollaire. Mais il n'y en a pas d'autres. Et donc, dans le texte, il me dit, toutefois, la République peut toujours recevoir tout homme persécuté pour son action en faveur de la liberté ou pour tout autre motif. Et il dit, ça, c'est moi. J'accepte qui je veux. Et c'est là que je lui dis, ben, ça correspond donc à... Et puis il dit, ben, ça peut être un Voltaire ou un Rousseau. Et il n'y a pas d'autre droit d'asile. Et je n'en signerai aucun, je ne signerai aucun autre traité là-dessus. Donc pour l'instant, je ne prends pas position sur le fond, hein. Pour l'instant, un certain nombre de gens qui posent la question, certainement légitime, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le phénomène actuel qu'on connaît, de toutes ces populations qui arrivent, etc., etc., elles n'ont pas vraiment de réponse juridique. Et par conséquent, la République fera ce qu'elle voudra, mais pour l'instant, ce qu'on appelle le droit d'asile constitutionnel, qui n'est pas l'asile alimentaire, c'est ce qui est dans l'article 53.1 de la Constitution. Je vous remercie. J'ajoute qu'entre les deux guerres, les gouvernements de la République ont accordé généreusement l'asile à ceux qui fuyaient l'Espagne de Franco ou l'Allemagne d'Hitler, mais je me permets de vous rappeler que sous la Troisième République, qui a pourtant fait beaucoup pour les libertés, ils étaient tous enfermés dans des camps, à Rivesaltes ou ailleurs. Ils n'étaient pas en liberté sur le territoire national. Et il y a toujours des camps qui existent encore. Donc c'était un droit d'asile qui était à la limite une espèce de droit de protection, quoi. Voilà. Monsieur le ministre, je vous remercie. Je pense que les questions vont être nombreuses. Je profite juste de cet intermède qui permet de réfléchir à la formulation de ces questions pour remercier l'Institut Mitterrand, représenté par Christophe Rosé ici, qui nous a permis d'organiser cet événement, cette conférence en votre présence. Remercier votre président, Hubert Védrine, qui a bien voulu effectivement que vous puissiez participer à cette conférence. Allez, le premier, c'est toujours le plus dur. Après, ça va tout seul. Qui se lance? Hubert Védrine a plutôt l'habitude, comme ancien ministre des Affaires étrangères, de prendre l'avion que le train. Quand il faut prendre le train, il me laisse aller. On a un aérodrome à Verdun, donc on pourra le faire atterrir. Qui se lance le premier? Moi, je veux bien poser une question. Pardon. Line Rousseau, qui est la trésorière du Centre mondial de la paix et présidente des Amis, présidente de l'association 14-18. Voilà, l'association 14-18. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser une question concernant François Mitterrand. Oui. On l'a souvent appelé le Florentin. Pour vous, y avait-il du Machiavel dans François Mitterrand? Pardon, on l'a souvent appelé le Florentin, y a-t-il Du Machiavel dans François Mitterrand? Vous savez, Machiavel donnait des conseils aux princes. Pour arriver au pouvoir, tenir et durer. Donc il y a un certain nombre de méthodes. Et je ne crois pas que François Mitterrand ait employé des méthodes particulièrement tordues. D'ailleurs, Machiavel n'en recommandait pas forcément. Et lorsqu'il disait en cohabitation, ça c'est mon domaine, et vous n'avez pas à vous mêler de ça. Là, il était un peu Machiavel. Parce qu'il disait à M. Chirac ou à M. Balladur,
je préserve mon domaine. Mais si demain vous êtes élu, ça sera le vôtre. Et vous me remercierez de l'avoir préservé. Bien, Monsieur le Président. Suivant. Vous pouvez suivre le cheval de ligne. Les élèves ont peut-être des questions? Il y a un homme qui se lève. Monsieur Charras, bonjour. Vous êtes membre du Conseil constitutionnel. Est-ce que vous considérez, bon, il y a plein d'appels du pied pour la création de l'avènement d'une 6e République, avec évidemment tout ce que ça comporterait au niveau bouleversement, au niveau de la Constitution. Est-ce que vous considérez que la Constitution telle qu'elle est maintenant, si François Mitterrand était encore aux appels, il est parti il y a 23 ans de l'Élysée, il arriverait à se contenter de la Constitution actuelle pour gérer les appels qui ont développé au niveau du monde? Vous savez, je n'ai pas très bien entendu, mais vous me demandez au fond s'il serait partisan d'une 6e République. Non, non, c'est ça. Considérez-vous que si le président Mitterrand était encore aux affaires, oui, il se contenterait du même texte, ce qu'il faudrait faire évoluer beaucoup la Constitution de 58 avec l'évolution de la situation du monde qui bouleverse en permanence. Bon, écoutez, considérez que, bien entendu, les institutions doivent évoluer. Elles ne peuvent pas être figées. Mais qu'il y a des domaines dans lesquels on ne devait pas les toucher. Vous comprenez? Qu'il y ait un État. Vous savez, c'est au fond la formule du général de Gaulle, qui dit en 1946-44, dans ses mémoires, à peine revenu à Paris, je reçois le président Albert Lebrun. Le président Albert Lebrun était le dernier président de la Troisième République. Et il avait été débarqué en juillet 40 par Vichy dans les circonstances dont beaucoup d'entre vous, sans doute, se souviennent ou ont entendu parler. Il me parle de 1940 et des conditions dans lesquelles on a perdu, etc. Et De Gaulle, avec ses formules à l'emporte-pièce qui le caractérisait, écrit, c'est un brave homme, mais au fond, cet ancien chef de l'État, il a manqué à cet ancien chef de l'État deux choses. Que l'État eût un chef et qu'il y eût un État. Mitterrand était sur cette ligne. Donc, tout ce qui peut porter atteinte à l'autorité publique et à l'autorité de l'État, qui est dans la Constitution, François Mitterrand n'aurait sûrement pas accepté. Or, ceux qui sont actuellement les promoteurs de la 6e République, pardon, étant entendu qu'il a fait évoluer sur un certain nombre de choses, notamment, par exemple, en créant la francophonie, qui est dans la Constitution aujourd'hui, qui est quelque chose de très important pour la présence française dans le monde, à un moment aussi où il faut s'imposer. Mais, en tout cas, sur la 6e République, si on lui posait la question, je sais ce qu'il répondrait, ou à peu près sans vouloir faire parler les morts. Parce que ceux qui veulent promouvoir une 6e République, c'est ceux qui veulent revenir à la 4e. Et la pagaille, merci. Il disait toujours, vous savez, un jour, en 86, à l'avant-veille des élections de 86, que sa majorité de gauche allait perdre, donc c'était le vendredi, et on votait le dimanche. Et comme c'était un scrutin à un tour, puisqu'il y avait la proportionnelle à l'époque, on n'avait pas eu le temps de refaire des campagnes électorales. Il vient me voir en Auvergne et déjeuner avec des amis chez moi, le vendredi. Et il dit, on va faire des élections, donc je vais nommer... Et alors, il y avait un certain nombre d'amis socialistes autour de la table qui lui disaient, mais il ne faut pas qu'elle est comme ça, il faut nommer un socialiste. Oui, bon, si la droite gagne des élections, je suis bien obligé d'en faire trop de nombre, enfin bon. Et ils consultent un peu autour de la table, on était une quinzaine, et autour de la table, les socialistes, etc., considéraient, dans la quasi-totalité d'entre eux, qu'il fallait absolument qu'ils nomment un socialiste.
Et il a répondu, écoutez, je crois que les Français vont voter, et s'ils désignent une majorité de droite, je nommerai quelqu'un de cette majorité. Je comprends votre position, mais n'oubliez pas une chose, les Français ont horreur du désordre. Très bien, item issa est. Une question de Stéphanie Leclerc, qui est membre de l'équipe pédagogique du Centre mondial de la paix et qui est professeur qui encadre le groupe du lycée Marguerite. Bonjour. Je voudrais revenir sur le partage des tâches entre le président et le Premier ministre en situation de cohabitation dans le cadre des institutions européennes. Parce que, notamment pendant la cohabitation avec M. Balladur, l'Europe était vraiment en pleine réforme suite à la fin de la guerre froide. Comment est-ce que les tâches étaient partagées entre M. Mitterrand et son Premier ministre dans le cadre européen? En matière européenne, alors, madame, mademoiselle, le problème se présentait de la manière suivante. Il s'est trouvé que le partage à l'époque s'est fait d'une manière qui au fond correspond très bien à la répartition des tâches au sein des États telle qu'elle est organisée par les traités européens. Les instances à Bruxelles, c'est la Commission, le Conseil des ministres et le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Je laisse de côté le Parlement européen, c'est autre chose. La Commission, elle est nommée par les gouvernements. Et comme il le faisait en matière de nomination de l'ambassadeur, il considérait que c'était lui. Mais il se mettait d'accord, si nécessaire, avec le Premier ministre, donc il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, il y avait Delors qui avait été nommé avant la cohabitation, donc bon, pas de problème. Le Conseil des grandes décisions, c'est le Conseil européen. Et ça, c'est les chefs d'État et de gouvernement. Donc, chef d'État. Ou c'est un chef d'État, ou c'est un chef de gouvernement. Et par conséquent, il s'entretenait avec le Premier ministre avant chaque Conseil européen pour essayer de rapprocher les points de vue, ou lui demander son point de vue, c'était normal sur un certain nombre de sujets qui allaient être évoqués au Conseil européen. Et puis, il allait au Conseil européen. Cette pratique s'est d'ailleurs confirmée sous le président Chirac au moment où M. Jospin était Premier ministre, puisqu'a été négocié et signé le traité de Nice. Il s'est trouvé que le président et le Premier ministre étaient ensemble à Nice pour la négociation finale et qu'ils se sont mis d'accord, mais Jospin a bien reconnu que sur un certain nombre de points, c'était le président Chirac qui avait dit bon. Enfin, le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres met en œuvre ce qui a été décidé et arrêté par le Conseil européen. Donc, au niveau de la mise en œuvre, le président Mitterrand n'intervenait pas plus qu'il le faisait pour les lois soumises au Parlement français ou pour les décrets d'application des lois. Donc voilà comment s'est fait le partage. De temps en temps, néanmoins, avant certains conseils des ministres un peu chauds, notamment par exemple sur l'agriculture, il y avait une conversation, mais qui était plutôt demandée par le Premier ministre avec le président. Le président lui dit, là, attention, faites comme ceci, faites comme cela, etc. Je n'ai pas gardé, madame, de souvenirs précis d'un différend sur les affaires européennes. Il y a eu aussi une discussion, mais elle a été remise en cause par le traité de Nice. Mais à l'époque, François Mitterrand avait dit au Premier ministre « L'Europe marche sur deux pattes, la France et l'Allemagne. N'acceptez jamais
qu'au sein des institutions européennes, l'une soit diminuée par rapport à l'autre. L'Allemagne est plus peuplée, tant pis, il ne faut pas en tenir compte. On peut, sans difficulté, donner à l'Allemagne quelques députés supplémentaires au Parlement européen. Pas dramatique. Mais en revanche, dans la pondération des voix des États au sein du Conseil européen et du Conseil des ministres, pas question de changer quoi que ce soit à l'égalité France-Allemagne. Et cette position a été tenue jusque dans les années 2000 au traité de Nice. Et puis après. Et il s'est trouvé que, à l'époque, à Nice, le président Chirac a accepté que l'Allemagne ait une pondération plus grande que la France. Ce qui m'a personnellement conduit à voter dès demain contre le traité européen de 2005. Et la ratification, j'étais sénateur du traité de Nice. Voilà. Mais à l'époque Mitterrand, non. Alors, notamment la prochaine question, je voudrais juste rebondir sur ce que vous venez de dire. Dans votre ouvrage 55 Faubourg Saint-Honoré, qui est paru en 1996, vous mentionnez votre présence à Bonn. Le jour où le mur de Berlin est tombé, vous étiez avec votre homologue allemand. Et on s'est beaucoup interrogé sur la vision de François Mitterrand qui tenait à cet équilibre en Europe particulier et qui redoutait cette chute du mur de Berlin comme pouvant induire un déséquilibre. Et je crois plutôt qu'il a eu quelques propositions européennes à faire justement à son homologue à l'occasion de cette réunification. J'étais effectivement à Bonn comme ministre du budget et je rencontrais mon homologue allemand, M. Kittmayer. Nous étions en train de mettre au point les textes dans le cadre du traité de Maastricht, dont nous étions aussi des négociateurs dans nos domaines de compétences. Et c'était un après-midi, le 9 novembre ou décembre, je ne sais plus, novembre peut-être, peu importe, il faisait gris, à la chancellerie. Et à 3 h de l'après-midi, on était en pleine discussion de nos affaires douanières, bon, pas bien, pas très drôle, mais bon, il fallait rien faire. Et à ce moment-là, l'huissier vient chercher M. Kittmayer, qui me dit « Pardonne-moi, on me demande au téléphone et c'est urgent, mais je reviens. » J'arrête, un quart d'heure. Il revient, avec la mine un peu bouleversée, je lui dis « Tu as un problème ?» Non, non, c'est pas grave. Et puis, on reprend notre discussion et une demi-heure après, l'huissier revient chercher M. Kittmayer. Il dit pardonne-moi, il ressort, là ça dure un peu plus longtemps. Et puis il revient et il me dit je vais être obligé d'arrêter notre réunion parce que nous avons un conseil des ministres qui se réunit en urgence. Alors je lui dis je vais être indiscret, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il me dit, je ne sais pas vraiment. Il y a eu une énorme manifestation à Berlin, et il paraît qu'ils sont en train de démolir le mur. Bon. Alors, moi, tout bébête dans mon domaine, je prends un air réjoui en disant, mais tu dois être content, c'est la réunification de l'Allemagne. Et il me répond, mais c'est horrible. Ces gars de l'Est qui ne savent rien faire et qui sont entretenus par l'État dans le régime communiste, ils vont nous faire payer, ça va nous ruiner. C'est une catastrophe, il va falloir les payer, leur faire des logements, etc. etc. Bon, je dis, écoute, règle tes histoires de famille, je rentre à Paris. Et je m'en fais, je monte dans ma voiture, on convient de se revoir à une date un peu moins turbulente. Je monte dans ma voiture, je suis avec notre ambassadeur, on se dirige vers l'aéroport, et là, j'appelle le président Mitterrand pour l'informer de ce que venait de me dire Kittmayer. Et François Mitterrand était en voyage au Danemark. Je l'ai au téléphone, 10 minutes après, par l'intermédiaire du transmetteur qui l'accompagne toujours, et il me dit alors, qu'est-ce qui se passe, où êtes-vous? Je dis, je suis à Bonn, je m'en vais, qu'est-ce que vous faites à Bonn? Très bien, je dis, je viens de Bonn. Voilà, donc vous savez qu'il y a une manifestation à Bruxelles, à Berlin, oui, ils sont en train de faire tomber le mur, oui. Et alors, je lui ai dit,
je vais vous dire quand même quelque chose d'assez drôle, c'est que Tittmeyer, qui est quand même une des puissances du gouvernement allemand, qui a été après gouverneur de la banque et tout, vient de me dire que c'était une catastrophe pour les finances allemandes, parce qu'ils allaient être obligés de payer pour les Allemands de l'Est, qui avaient l'habitude qu'on leur paye tout, qui travaillaient pas beaucoup, enfin, etc., etc. Et là, François Mitterrand a éclaté de rire. Il m'a dit, vous devriez le rassurer, parce que je connais les Allemands, ils se débrouilleront pour faire payer l'Europe, et on a payé. Vous avez dit, voilà. Et on a payé pendant de nombreuses années. Alors, une question de Rebecca Ricker, qui est volontaire allemande au Centre mondial de la paix. Donc, comme mon directeur a dit, je suis allemande, donc j'ai peut-être un autre point de vue, un petit peu. Vous êtes choqué de ce que j'ai dit? Ça va. Vous savez, M. Tittmeyer, il avait une réaction de ministre des Finances. Il n'avait pas une réaction politique pure, il avait une réaction de ministre des Finances. Il voyait ce que tout ça allait lui coûter. Hein, voilà. Les Allemands de l'Ouest pensaient comme lui. Ça, c'est possible. Oui, alors, mademoiselle. Et il y a encore des Allemands qui pensent comme ça, donc ça ne m'étonne pas. Mais en fait, ma question, c'est plutôt sur les pouvoirs du président. Oui. Parce que j'avais l'impression que c'est quand même plus que dans d'autres pays que le président, il a quand même beaucoup de pouvoir. Et est-ce que vous ne voyez pas dans la Ve République que ça pourrait être abusé? C'est aussi sur la question d'une 6e République, parce que, bon, vous avez dit ils veulent juste revenir à la 4e, les gens qui sont pour une 6e République, mais est-ce que vous ne voyez pas les dangers de la 5e République? Bon, écoutez, ce que je comprends de votre question, c'est que vous dites que le président français a beaucoup de pouvoir. Bon, c'est vrai. Mais Mme Merkel n'en a pas. Vous pensez qu'elle n'a pas les mêmes pouvoirs que le président français pour défendre l'Allemagne? Et Mme May à Londres, elle n'en a pas. Vous pensez qu'elle n'a pas le pouvoir pour défendre l'Angleterre? Et je trouve qu'en France, c'est le président de la République. Bon, la Constitution aurait pu décider que c'était le Premier ministre. Mais notre régime politique et notre régime des partis, avec un très grand nombre de partis politiques, exigeait sans doute la mise en œuvre d'un certain nombre de dispositions qui relèvent du président de la République. Et si ce n'était pas le président qui fait ça, qui le ferait? Premier ministre. Mais si ce n'est pas le Premier ministre, alors c'est personne et c'est la pagaille. Et pendant ce temps, Mme Merkel gouverne, elle a en face un soliveau et elle fait ce qu'elle veut. Il n'y a personne pour exercer l'autorité. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais le problème, il est très simple, c'est qu'il faut que le président de la République est à l'honneur, sinon il risque d'être destitué. On n'est pas sans ressources, puisqu'en France, on ne pouvait, jusqu'à la période récente, se débarrasser du président qu'en l'envoyant en haute cour et le faire condamner pénalement pour un crime ou un délit de haute trahison, qui n'était pas défini dans le droit français. Aujourd'hui, il y a une possibilité pour le Parlement de le destituer s'il a manqué au devoir de sa charge. Et par conséquent, ça veut dire qu'il exerce ses prérogatives, mais quand même sous la surveillance du Parlement, qui peut à tout moment décider de mettre en œuvre une procédure de destitution. Lorsque, un jour, après l'affaire de la déclaration de M. Chaban-Delmas sur le domaine réservé, dont je parlais tout à l'heure, on a dit au président de l'Assemblée de l'époque, qui avait donc inventé cette formule, le domaine réservé, que si le président de la République, qui était le général de Gaulle, ne tenait pas compte
du vote des Français dans une circonstance, élection législative ou autre. En fait, le général de Gaulle en a tenu compte, et dans les référendums. Chaque fois, si vous votez non, je m'en vais. Puis il a fini par partir, puisqu'un jour, ils ont voté non. S'il n'en tenait pas compte, et un journaliste posait la question en disant, mais Monsieur le Président, Chaban Delmas, si le Président se comporte comme le roi de France, c'est pour ça que là, il y a un jeu de mots assez drôle, s'il se comporte comme le roi de France, et s'il ne tient pas compte de la volonté du peuple, et Chaban a répondu, alors, ce roi serait un triste sire. Par conséquent, tout était dit. Et donc, il n'y a pas de problème. Simplement, le président Mitterrand a eu peu recours au référendum. Moins que le général de Gaulle. J'aurais dû le mentionner dans mon exposé tout à l'heure. En fait, le gros référendum qu'il a fait, bon, il y en a eu un sur la Nouvelle-Calédonie, mais bon, c'est parce qu'il voulait voir l'assentiment populaire, mais là, il y a eu 30% de votants, on ne pense pas, parce que malgré le caractère dramatique des événements en Nouvelle-Calédonie, ça n'intéressait pas les Français dans la vie quotidienne, ça a été Maastricht. Et la ratification du traité de Maastricht, qui était quand même quelque chose de grave, notamment la suppression à terre du franc, la création d'une monnaie unique, la perte de la souveraineté monétaire, entre autres. Et nous avons été un certain nombre, dont j'étais, pour dire au président, vous savez, l'Europe énerve souvent les Français, et on ne sait pas comment ils peuvent réagir. Nous n'étions pas loin des élections législatives de 93 que nous avons perdues. Et moi j'ai dit au président, vous prenez un risque grave, parce que le monde peut l'emporter. Et le président m'a dit, depuis 1957, on construit l'Europe. Et on n'a jamais demandé leur avis aux Français. Au moment où l'Europe arrive à un tournant capital de sa construction et de son histoire, j'ai besoin de vérifier s'ils sont toujours d'accord. Ce n'est pas un roi absolu qui ferait ça. Et il a fait le référendum qu'il a gagné de justesse. Alors on disait, mais vous l'avez gagné de justesse. Il disait, je l'ai gagné de justesse, mais je l'ai gagné. Et si je l'avais perdu de justesse, je l'aurais perdu. Par conséquent, les Français ont approuvé, mais ce vote juste nous dicte notre devoir de ne pas sacrifier à des utopies les intérêts fondamentaux de la France. Y a-t-il une dernière question avant que nous puissions... Il était, vous savez, dans la ligne, surtout et partout, dans la ligne, et du monde va se rappeler ça parce que cette formule est gravée dans la salle des conférences de l'Assemblée nationale, dans la ligne qui était celle du roi Henri IV, parce qu'il y a eu des moments quand même qui étaient difficiles. Le gouvernement, c'est pas quelque chose de simple. Quand il faut faire la guerre, bon, pas clair. Et la formule d'Henri IV qui est gravée à l'Assemblée, c'est « La folle amour que je porte à mes sujets m'a fait trouver tout aisé et honorable ». Il était sur cette ligne. De même qu'il était d'ailleurs, parce qu'il était socialiste et il est resté socialiste, dans une ligne profondément humaniste, et il reprenait à son compte toujours la formule du roi Saint-Louis, éduquant son fils qui allait lui succéder, et lui disant, quand un riche et un pauvre ont une querelle, mon fils, écoute d'abord le pauvre, et après tu diras le roi. Oui. C'était une question qui allait un peu dans les échos qu'il y a pu avoir précédemment sur cette notion de gouvernance. Mais bon, je comprends qu'à l'époque de Mitterrand, il y avait des échanges sur la démocratie électronique. Aujourd'hui, on parle de la démocratie digitale. Le fait qu'il faille avoir une représentation centralisée du pouvoir et du souverainisme, c'est probablement le cas. Mais aujourd'hui, on aurait la capacité à organiser de manière sécurisée et efficace des référendums via des systèmes digitaux, que ce soit au niveau d'une mairie, au niveau local, que ce soit au niveau d'une région,
d'un pays ou au-delà, au niveau de l'Europe, c'est des choses qui seraient peu chères à organiser. Est-ce que ça serait efficace? Est-ce que c'est une philosophie qui vous semble être une approche intéressante et sans nécessairement contrecarrer une approche souverainiste et centralisée? Donc je sais pas compris, des référendums par voie électronique. Ça va probablement au-delà de ça. Il faut une gestion beaucoup plus collective. Le référendum, c'est un point ponctuel, un sondage de température, si je veux dire, à un instant donné. Bon. Mais vous avez posé la question de savoir si on ne peut pas le faire par voie électronique, c'est ça? Alors, on sait qu'on peut le faire. Hein? On sait qu'on peut le faire déjà. Ah, mais on sait qu'on peut le faire. Et je vais vous dire mieux. En théorie, on peut le faire. En pratique, est-ce que vous avez un moyen d'empêcher le piratage? Non. Non. Non, vous n'avez aucun moyen d'empêcher le piratage. Via des blockchains. Hein? Enfin, via certaines technologies. Non, mais vous pouvez mettre en œuvre toute la technologie informatique que vous voudrez, vous n'avez pas le moyen d'empêcher le piratage. C'est pour ça que moi j'ai personnellement une allergie très profonde à l'informatique, qui est l'un des éléments les plus graves depuis la Révolution française de perte de la liberté, ou de menace sur la liberté. Vous ne pouvez pas empêcher. Écoutez, j'ai vécu l'élection présidentielle dernière. Nous avons eu un piratage informatique au Conseil constitutionnel, nous en sommes chargés. Nous avons eu un piratage informatique sur la campagne de M. Macron. Et bien, je peux vous dire que ça a été laborieux. Je prends le train, monsieur. Depuis qu'on a mis sur informatique toute la signalisation du train entre Clermont-Ferrand et Paris, ça tombe en panne sans arrêt. Dans ma jeunesse, je prenais le train, il n'y avait pas d'informatique. On ne disait pas la gare Montparnasse est fermée par une panne informatique ou la gare Saint-Lazare est complètement fermée par une panne informatique avec un passage général sur toute la région parisienne. Et je disais il n'y a pas longtemps au président Macron, justement, je lui disais que c'est sur la SNCF. On est peut-être freiner l'informatique tous azimuts tant qu'on n'a pas trouvé des antidotes. Or, les antidotes, il n'y en a pas. Voilà. Pour autant, je me permettrais, pour autant, si on prend un euro, l'argent, peut-être le bien plus précieux, en tout cas dans l'esprit collectif aujourd'hui, à tort ou à raison. Quand un euro est sur un compte A ou un compte B, on considère qu'il y a une sécurité derrière. Si le compte A ou B est reflété en oui ou un non, on considérait qu'il y a une sécurité. Donc si on considère que l'informatique ne permet pas de faire fonctionner la démocratie, auquel cas ça ne permet pas de faire fonctionner l'économie non plus. Et il faut revoir notre économie. Attendez, l'économie passe son temps à redresser les conneries de l'informatique. La démocratie ne peut pas passer son temps à redresser les conneries de l'ordinateur. C'est pas tout à fait la même chose. Hein? Bon, par conséquent, ça c'est simple, n'est-ce pas? Je vous signale qu'on a mis sur informatique la paye des militaires. Depuis des années, les malheureux ne sont pas payés. Mais comment ça s'appelle? Les informaticiens s'accrochent au truc comme un morpion au cul d'un tirailleur et ne lâchent pas. Et en attendant, les soldats se battent à l'étranger, ils ne sont pas payés. Oui, ben voilà, donc on ne regarde pas. Une partie de l'informatique du ministère de la Justice ne marche pas. Les flics ne peuvent pas s'en servir pour accéder à des données dont ils ont besoin pour lutter contre le terrorisme. Bon alors, écoutez, le jour où les informaticiens ont trouvé... Alors, moi j'avais dit à Pépi, le président de la SNCF, qui est mon ancien collaborateur, j'avais dit Guillaume, quand vous mettez un morceau de la SNCF sur l'informatique, mettez à côté un système manuel pour pouvoir reprendre les choses en main si jamais l'ordinateur débloque. Et vous avez l'avion, il est piloté par informatique. Et comme on n'est pas fou et ces types n'ont pas envie de tomber, il y a un moment où on peut le reprendre à la main. Eh bien, pourquoi ne marche pas moi je vais vous dire, je ne suis pas pire que les autres, mais j'ai eu un bazar pour un garde-pêche que je paye dans un étang. Au bord d'un étang, il n'est pas au fond de l'étang. Par l'intermédiaire de l'informatique de la mutualité agricole, j'ai mis 6 mois à régler le problème. Or, autrefois, ce n'était pas sur l'informatique. Vous savez, les paysans auvergnats, l'informatique, ce n'est pas forcément un truc auquel ils sont familiers. Et ça m'a pourri la vie, monsieur. Pour un garde-pêche, qui, lui, le pauvre malheureux, il était pour rien. Or, on pourrit la vie de milliers et de milliers de Français. Quand j'étais ministre, on m'expliquait que l'ordinateur crachait des fois des conneries. C'est pas l'ordinateur qui débloque, c'est l'homme qui charge l'ordinateur qui met une erreur. L'erreur reste humaine. Bon.
Et j'avais des réclamations qui m'arrivaient de gens qui étaient menacés de saisie sur des impôts qu'ils avaient payés depuis longtemps, et en plus quelquefois pour des sommes dérisoires. Je dis à mon directeur de la comptabilité publique, je ne veux plus de ça. Donc quand vous avez quelqu'un qui écrit pour réclamer et qui dit mais là j'ai payé le truc, on a poursuivi, je me rappelle une fois une femme qui s'était absentée en voyage, elle avait reçu sa redevance télévisée par informatique ou je ne sais pas comment. Elle était partie, donc elle s'est absentée, elle n'avait pas payé dans les délais, on était rentré chez elle, on avait cassé sa porte, on lui avait piqué son poste. J'ai fait prendre tous les travaux en charge par le ministère des Finances et les changements de téléviseur. Bon. Alors je dis à mon directeur de la comptabilité publique, moi je ne veux plus de ça. Vous devez répondre en temps réel. Ah, mais il m'a dit, oui, mais enfin, monsieur le ministre, vous comprenez, avec les systèmes informatiques qu'on a montés à la DGI, vous allez, par parenthèse, éprouver la joyeuseté de la chose avec la retenue à la source, vous allez voir. Mais j'insiste pas, moi j'en ai pas voulu à l'époque, je sais bien pourquoi. Et donc, il me disait qu'il faut que je recrute 6000 fonctionnaires. Alors on préfère pourrir la vie des gens. Moi j'ai un monsieur qui est venu me voir, sa mère avait 98 ans, elle était menacée de saisie pour 12 francs. Et elle se faisait un mauvais sang d'encre. Et l'ordinateur continue à mouliner ses papiers. Donc, si vous voulez, je m'interroge sur la compatibilité de tout ça avec la démocratie et la liberté. C'est sûr que l'ordinateur a aussi permis des progrès importants, des facilités importantes, mais tant que c'est des problèmes d'épicerie, c'est pas très grave. Quand ça touche au fonctionnement de l'État, ça m'embête plus. C'est la généralisation de tous azimuts, et même à des endroits où on pourrait discuter. Je voudrais, Monsieur le Ministre, si vous me le permettez, tendre la parole à Samuel Lazare, le maire de Verdun, vice-président du Centre mondial de la paix. Nous sommes à Verdun, nous en avons discuté tout à l'heure. Ce geste entre François Mitterrand et Helmut Kohl le 22 septembre 1984 est resté dans la mémoire collective. Il joue un rôle dans l'histoire, et je crois que le maire de Verdun a quelque chose à nous dire. Dans la mémoire collective et dans l'iconographie de la République. Merci Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers élèves. Merci de votre présence ce matin, Monsieur le Ministre, pour échanger dans le cadre d'un projet éminent et de qualité, vous l'avez dit, sur cet anniversaire de la Ve République, les 60 ans de la Ve République, avec cette très belle exposition au Centre mondial de la paix, des libertés et des droits de l'homme, qui a pour vocation à nous faire réfléchir, et notamment les jeunes générations, et je salue évidemment Stéphanie Leclerc et ses élèves de terminale, puisqu'ils n'ont pas connu, outre les livres d'histoire, le président Mitterrand et son héritage. Et d'ailleurs, c'est une question importante, finalement, pour vous qui avez été l'ami, le confident, l'un des plus proches du président Mitterrand, quel est le principal héritage de François Mitterrand? C'est la première question. La deuxième chose, nous sommes à Verdun, en effet, et je le dis parce que nous sommes fiers à Verdun que Danielle Mitterrand était une grande première dame, même si elle n'aimait pas qu'on l'appelle ainsi. Elle est née à Verdun, puisque son père était principal du collège Duvigné, et elle est venue ici peu de mois avant son départ, avec toujours sa verve et évidemment son opiniâtreté pour défendre l'idéal républicain et l'accès à l'eau potable dans le monde. Et évidemment, Verdun, c'est l'enfer, mais Verdun symbolise aujourd'hui. Et ce geste du 22 septembre 1984, qui n'était pas prémédité, Jacques Attali notamment l'avait rappelé ici même, de cette poignée de main historique entre le président Mitterrand et le chancelier Kohl, scellant la réconciliation franco-allemande avant cette journée historique, le 29 mai 2016, où le président Hollande et la chancelière Merkel sont venus ici aussi à Verdun et remettre à la ville de Verdun le prix Adenauer de Gaulle. J'aimerais, Monsieur le Ministre, aussi, et là, en tant que membre du Conseil constitutionnel, c'est une question importante pour nous les élus, ne croyez-vous pas, alors que le président Mitterrand a été certainement l'un des plus grands présidents
à croire et à d'ailleurs faire dans sa politique la décentralisation, les lois de fer de 82 notamment, j'ai bien dit notamment, qu'aujourd'hui on assiste plutôt à une recentralisation. On en parle au conseil départemental notamment lorsque l'État, pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, doivent contractualiser avec le représentant de l'État dans le département, le préfet, c'est-à-dire... Et de plus de 60 millions d'euros de dépenses de fonctionnement en 2017. Et donc, le Conseil constitutionnel avait été saisi. On a validé la loi. Et vous l'avez validé. Et donc, vous ne considérez donc pas que ça remet en cause la libre administration des collectivités territoriales, alors que c'est un principe constitutionnel. Je vous pose cette question puisque l'ensemble des élus, évidemment, au-delà des clivages politiques, c'est une question que nous nous posons énormément. En tous les cas, Monsieur le Ministre, voilà les deux petites questions que je voulais vous poser. Merci de votre présence ici sur cette belle terre de Meuse qui représente si bien l'idéal européen qu'a tant défendu le président Mitterrand. Il manque des grands chefs d'État ou de gouvernement, notamment en Europe, comme celle de François Mitterrand et d'Helmut Kohl. D'ailleurs, je me souviendrai d'un des plus grands discours qu'il a prononcé, selon moi, c'était en janvier 1995, devant le Parlement européen. Vous parliez du droit d'asile tout à l'heure. Je me souviens de ce grand discours où il a été ovationné, acclamé au Parlement, lorsqu'il a retracé son parcours, quelques mois avant de quitter... 17 janvier 1995. Avant de quitter, évidemment, l'Élysée, en rappelant aussi son histoire, notamment au Stalag, et en disant le nationalisme... Je suis né sous la Première Guerre et j'ai connu la Seconde. Et ça, le nationalisme, c'est la guerre. Voilà, merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le maire. Je commencerai, si vous voulez, pour vous répondre sur la décentralisation avant d'en venir aux questions concernant Kohl, Mitterrand, etc. Le traité de Maastricht a prévu, de 92, a prévu, entre autres, la monnaie unique et la création, pour faire fonctionner la monnaie, d'une union économique et monétaire. Et c'est une conversation que j'avais tout à l'heure sur le quai de la gare avec notre ami qui m'a interrogé tout à l'heure sur l'ordinateur. Donc c'est Maastricht et tout est parti de là. Mais vous savez, la monnaie, pour la faire fonctionner, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle ait une valeur, etc., il faut que, et elle dépend d'une politique économique et sociale, de l'environnement, bien sûr, du commerce extérieur, du commerce intérieur, des affaires, mais bon, pour la faire fonctionner, il faut un État. Or, il n'y a pas en Europe d'État, au sens étatique, Philippe le Bel des choses. Et par conséquent, l'Europe, qui a souhaité avancer dans le domaine monétaire, François Mitterrand n'était pas très satisfait de devoir supprimer le franc, parce qu'il était quand même attaché à la monnaie nationale, mais il n'empêche que, il me disait, si on n'avance pas, on recule et c'est la guerre. Bon, voilà. Donc, le traité de Maastricht a prévu l'union économique et monétaire et un certain nombre de règles, de disciplines destinées à assurer la pérennité et la solidité de la monnaie unique. Et le traité de Maastricht, on l'a trop souvent oublié, est accompagné d'un certain nombre de protocoles techniques annexes dans lesquels, en particulier, sont fixées les normes que doivent respecter les États dans l'avenir, et à partir du moment où la monnaie unique sera installée, elle l'a été en 2002, je crois, donc ce que seront obligés de respecter les États pour assurer la solidité de la monnaie unique, notamment en matière d'endettement des États et en matière de déficit. C'est la fameuse règle des 3% du PIB de déficit et de 60% du PIB en endettement public. Et je dois dire d'ailleurs, ayant personnellement participé à cette négociation
J'ai accepté ces règles sans problème parce qu'à l'époque, étant ministre du budget, j'avais 1,1% de déficit et j'étais à 48% d'endettement. Alors avec une norme à 60 d'un côté et à 3 de l'autre, je passais largement. Ce qui s'est passé après moi est un autre problème. Et après l'entrée en vigueur de la monnaie unique, sont intervenus un certain nombre de traités économiques, financiers, budgétaires. Celui de 2005 a été rejeté au référendum, mais le traité de Lisbonne a pris le relais, jusqu'à ce que le président Sarkozy, je vais très vite, jusqu'à ce que le président Sarkozy signe le traité budgétaire européen en 2012, en février. L'opposition de l'époque, et François Hollande en particulier, premier secrétaire du Parti socialiste, ayant déclaré qu'il ne ratifierait pas le traité. Le président Sarkozy est battu, il a signé le traité, il faut le ratifier. Le président Hollande, à peine arrivé, nous l'envoie au Conseil constitutionnel pour qu'on vérifie s'il est conforme ou pas à la Constitution. Nous le déclarons conforme parce que, et c'est Mme Merkel qui avait beaucoup insisté là-dedans, en matière budgétaire, il est entendu que les parlements nationaux doivent toujours avoir le dernier mot. Donc si les gouvernements doivent respecter les normes européennes pour préparer le projet de budget, les parlements font ce qu'ils veulent. Donc nous le déclarons valide. Et le président Hollande a fait voter par le Parlement la ratification du traité. Or, le traité suppose un certain nombre d'obligations pour les États appartenant à l'Union économique et monétaire, et en particulier des règles de gouvernance budgétaire qui sont prévues, qui découlent du traité et qui touchent à la matière des lois de finances et des lois de financement de sécurité sociale, ce qui a conduit à inscrire dans les lois organiques qui réglementent ces deux catégories de lois les règles à observer. Et la loi organique qu'a fait voter donc M. Hollande et son gouvernement prévoit le vote annuel d'une loi de programmation des finances publiques, laquelle loi de programmation des finances publiques doit tracer sur une période à moyen terme, il a été convenu que ça serait 3 ans, l'évolution des finances, notamment ce qui concerne l'endettement, le déficit, etc., etc. Pendant le quinquennat du président Hollande, 2 lois de programmation ont été votées. Elles n'ont pas conduit à respecter aussi rapidement qu'il aurait été souhaitable les obligations découlant des normes de Maastricht, déficit et endettement. Lorsque le président Macron est arrivé au gouvernement, au pouvoir, à l'Élysée, son gouvernement devait préparer une nouvelle loi de programmation. Elle a été préparée, votée à l'automne et envoyée au Conseil constitutionnel, qu'il a déclaré, M. le maire, conforme à la Constitution. La loi organique découlant du traité détermine avec précision le contenu des lois de programmation. Et dans le contenu des lois de programmation, M. Hollande ne l'a pas fait, le président Hollande ne l'a pas fait, mais il aurait pu, il est indiqué que les lois de programmation peuvent comporter des dispositions fixant des règles particulières de gestion pour d'autres acteurs publics que l'État, donc les collectivités territoriales. Et le gouvernement actuel a estimé nécessaire d'inscrire dans la loi de programmation qui a été votée en février, qui va s'appliquer en 2018, 2019 et 2020, des normes applicables aux collectivités territoriales et notamment la contractualisation pour les 300 et quelques collectivités les plus importantes
et groupements dont les dépenses de fonctionnement ont dépassé en 2017 au compte administratif 60 millions d'euros. Et par conséquent, la loi de programmation est faite. Alors, en ce qui concerne la liberté locale, eh bien, elle impose un certain nombre d'obligations aux communes, enfin aux collectivités locales, pardon. Est-ce que ça porte atteinte à la décentralisation et à la liberté locale? Non, puisque la Constitution dit que les collectivités territoriales s'administrent librement dans les conditions prévues par la loi. Donc ça veut dire que la loi fait ce qu'elle veut. Et là, la loi leur a fixé un certain nombre de règles et un certain nombre de normes. Par conséquent, il n'y a pas d'atteinte à la liberté locale, puisque la liberté locale s'exerce dans les conditions prévues par la loi. Donc, je sais bien que tout ceci donne lieu actuellement à des débats, mais je voudrais dire d'abord que depuis Maastricht, tout le monde, droite et gauche, a voté les disciplines budgétaires et financières, que ceux qui crient aujourd'hui appartiennent souvent à une famille politique de droite ou de gauche qui a voté ça dans le passé, dans tous les traités, en se donnant des allures de grands modèles internationaux de la fidélité aux règles européennes et en s'empressant de ne pas les appliquer. Et il se trouve que M. Macron, le président Macron, a décidé, lui, de les appliquer. Voilà la différence qui existe. Alors, je ne suis plus élu, cher ami, et ancien collègue, c'est tant mieux. Bon, le Conseil général de mon département va délibérer prochainement, dans lequel j'ai gardé des amis, du contrat à signer avec l'État. Bon, mais il va signer. Et ceux qui ne signeront pas auront une pénalité telle qu'il faudra qu'ils s'expliquent le jour venu avec leurs contribuables. Et donc, il faut regarder aussi ce que font les collectivités territoriales dans leur domaine. Est-ce que tout est nécessaire? Est-ce que tout est indispensable? Est-ce que tout est vital? Est-ce qu'il faut continuer à faire l'intercommunalité sans en tirer les conséquences sur la mutualisation des services, en gardant toujours autant de personnel d'un côté et de l'autre, etc., etc. C'est pas moi aujourd'hui qui vais répondre à cette question. Mais je vous dis simplement que je vous donne simplement l'explication, en tout cas dans les conditions prévues par la loi. Donc là, c'est clair, net et précis. Et s'il y a, j'ajoute, une autonomie financière qui est prévue par la Constitution, il n'y a pas d'autonomie fiscale. J'en arrive à vos autres questions. Principal héritage de François Mitterrand. D'abord, il était animé, comme il l'a très bien dit, je vous remercie d'avoir rappelé ça à Strasbourg, le 17 janvier 1992, en présentant le programme de la présidence française à l'époque qui s'ouvrait pour les 6 mois et qu'il allait quitter en cours de route puisqu'il quittait l'Élysée en mai. Il a été animé toute sa vie par la haine de la guerre. Et il a constaté que, au fond, l'Europe avait constamment été en guerre depuis des siècles et des siècles. Et je me souviens toujours de sa réflexion, il disait « La France s'est battue contre tout le monde, à un moment ou à un autre, sauf contre le Danemark, mais je ne sais pas pourquoi. » Et par conséquent, sa haine de la guerre l'a conduit à souhaiter l'entente des peuples dans le cadre de l'Union, de la construction européenne. Et c'est ainsi qu'on est arrivé au premier acte de la construction européenne. Je ne parle pas du traité C4 51, qui était important pour le charbon et l'acier, pour la reconstruction de l'Europe. On est arrivé en 57, le traité de Rome, qui était un traité social-démocrate, et qui était un traité largement social, pour réunir des États décidés à défendre la paix. Et puis, au fil des ans, ce traité de paix est devenu un traité commercial. Et l'objectif de départ a cédé à l'épicerie. Donc, on a commis, à mon avis, quelques erreurs. On parle sous le contrôle de Mitterrand, si longtemps,
parce que, en particulier, en dehors des États fondateurs de l'Europe et des quelques-uns, genre Espagne et autres, qui ont rejoint l'Europe, Angleterre, il disait l'élargissement à l'Est, attention, casse-cou. Ils ne sont pas prêts, pas avant 40 ans au minimum. Ils ne sont pas en état, c'était après la chute du mur de Berlin, ils ne sont pas en état de rejoindre l'Europe actuellement, et nous ne pouvons pas faire payer nos pauvres pour eux, parce que nous n'avons pas un niveau de développement suffisant qui nous permette, comme les États-Unis à la libération, de financer une sorte de vaste plan Marshall européen. On n'a pas écouté le sage conseil de Mitterrand et on a fait rentrer à tour de bras tous ces États, le commerce, vous dis-je, comme Molière disait, le poumon. Et voilà dans quelle situation on se trouve aujourd'hui. Or, ce n'est pas cette Europe-là que Kohl et Mitterrand ont célébré ici à Verdun lorsqu'a été prise cette photo formidable. Ils étaient tous les deux les enfants d'une génération qui avait connu la guerre, dont la famille avait connu les guerres et qui avaient eux-mêmes connu les guerres. Et lorsqu'ils se retrouvaient, avant de parler d'épicerie, ils parlaient de ça. Et par conséquent, ça a été, à mon avis, le dernier grand message consistant à dire « N'oubliez pas que le premier objectif de l'Europe, ce n'est pas l'épicerie, mais c'est la paix. » Et moi, je suis assez ému et heureux en même temps que les choses se soient passées comme ça et à Verdun. Parce qu'à Verdun, ça symbolise quelque chose de terrible. Quelque chose de terrible pour les Allemands, pour les Français. Pas seulement pour nous. Parce que bien sûr, ils étaient chez nous. Bien sûr, ils faisaient plus de sang chez nous. Mais de leur côté, ils coudaient aussi. Et ils l'ont payé, le prix, eux aussi, et ils l'ont payé cher. Alors, vous m'avez dit le principal héritage de François Mitterrand. Bien le message européen, mais le message européen d'origine. Mais c'est, je crois, une espèce, j'en ai été témoin à plusieurs reprises sur des petites choses comme sur des grandes choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas aussi des défauts, qu'il ne se trompait pas dans le temps, etc. Il avait surtout une vision prospective à très long terme, etc. Et c'est quand même, parce qu'il n'acceptait pas n'importe quoi, c'est quand même, et notamment pas pour des raisons électorales, il disait toujours, moi je ne m'occupe pas de ma réélection. Les Français font ce qu'ils voudront. C'est toujours un amour immodéré de la France et des Français. Et des Français. Pas seulement de la France. Et c'est ce qui le différencie peut-être du général de Gaulle. De Gaulle aimait certainement les Français. Pas supposer qu'il ne les ait pas aimés après avoir fait tout au long de sa vie ce qu'il a fait. Mais il n'empêche de citer toujours la France et jamais les Français. Mitterrand, c'est un amour immodéré de la France et des Français. De la République, dans ses fondements, y compris la laïcité, y compris la neutralité, y compris l'asile pour ce qu'elle peut avoir de républicain, y compris la plaidoirie pour les droits de l'homme à travers le monde et pour les libertés, parce qu'il était aussi un homme de la liberté et un amour bien sûr aussi de l'État. Tout ceci au service d'une manière de présider ferme mais aussi débonnaire. Et les Français ne l'auraient pas pleuré comme je les ai vus pleurer place de la Bastille le jour de sa mort, si elle n'avait pas été ferme et débonnaire. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous tous. Je pense qu'il est l'heure bientôt de ce qui